Bonjour tout le monde, bon midi. Un autre beau sujet qui, je pense, nous interpelle tous ce midi, donc notre cerveau. Comment bien nourrir notre cerveau pour prévenir, limiter le déclin de nos fonctions intellectuelles, qu'on appelle le déclin cognitif. Comment aussi prévenir la fameuse maladie d'Alzheimer que nous redoutons tous. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui. Évidemment, on va faire des liens avec l'alimentation, quels sont les nutriments impliqués dans le fonctionnement optimal du cerveau, quelle serait la diète idéale à adopter pour faire la prévention. Donc, on va aborder tous ces sujets-là et je vous avoue que j'ai appris beaucoup de choses en m'informant davantage pour préparer cette présentation aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses sur le cerveau, sur le déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer et étant moi-même tout près de la cinquantaine, ça m'interpelle beaucoup. Donc, alors, on va parler d'abord, c'est quoi le déclin cognitif? Bonjour à tous les gens qui sont déjà présents à la présentation. Allô Pascal? Pascal qui est toujours là, une fidèle, merci. Donc, c'est quoi le déclin cognitif? Ça commence habituellement vers l'âge de 20 ans pour certaines fonctions, mais on va ressentir surtout le déclin cognitif aux alentours de 45 ans. Et ça se manifeste par un déclin qui est lent et progressif de la mémoire à court terme particulièrement, de la mémoire de travail, des fonctions exécutives. Par contre, les mémoires à long terme, en général, ne sont pas trop affectées. D'ailleurs, on va le voir chez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les premiers stades. La mémoire long terme est bien présente, donc c'est pas celle-là nécessairement qui va être affectée. Et même sans maladie d'Alzheimer, habituellement, quand on est très âgé, on va se souvenir, on va avoir nos souvenirs lointains qui sont très, très clairs. Donc, c'est pas tout le monde qui va avoir un déclin cognitif. Comme on va en parler, il y a de la génétique là-dedans, il y a les habitudes de vie et ça, c'est la bonne nouvelle. On peut vraiment prévenir avec les habitudes de vie. Pour ce qui est de la génétique, la génétique est là, mais il y a l'épigénétique. L'épigénétique, c'est finalement comment on peut limiter l'expression d'un gène par justement l'environnement, par des facteurs extérieurs, les habitudes de vie. Donc, alors voilà, en vieillissant, c'est sûr, je disais autour de l'âge de 45 ans, là, c'est ça, on va noter des changements qui sont pas nécessairement prédictifs d'une maladie de la mémoire. Ça, il faut faire vraiment attention. Alors, quand on commence à avoir un peu de difficulté avec les noms, on cherche des noms, le nom d'un acteur d'une ville, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir que c'est un début de maladie d'Alzheimer. Des oublis bénins, comme on entre dans une pièce, puis là, on se souvient pas temporairement de pourquoi on y allait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce genre de symptômes-là, comme oublier, avoir une idée sur le bout de la langue, avoir un peu plus de difficulté à faire plus d'une tâche à la fois, donc on est moins attentif. Un certain ralentissement du processus de la pensée, ça c'est tout des phénomènes reliés à l'âge et qui ne sont pas prédictifs nécessairement d'une maladie grave. Donc il ne faut pas paniquer, il faut se donner il faut être indulgent vers soi-même, bienveillant et plutôt observer qu'est-ce qui se passe aussi dans mes habitudes de vie. Est-ce que mon sommeil est moins bon? Est-ce que je suis plus stressée? Est-ce que justement j'ai comme on dit, la tête pleine de différents dossiers, ce qui fait que j'ai des oublis et je suis moins efficace à chacune des tâches. Donc, il y a un vieillissement qui est là, qu'on peut quand même limiter et il ne faut pas paniquer dès le moindre oubli. Ça, c'était le message que je voulais passer, là, très important, parce on entend tellement parler de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'inquiètent rapidement dès qu'ils ont des petits signes de perte de mémoire. Mais je lisais un texte très intéressant tout à l'heure et qui était très, très vrai, que finalement, lorsqu'on est dans notre rôle de travailleur, le déclin de la performance cognitive dû à l'âge est souvent compensé par un bénéfice très,
très important que nous avons, les gens plus âgés, c'est l'expérience. Alors, et on va le constater que oui, les jeunes diplômés parfois vont réfléchir plus vite, vont comprendre plus vite, mais ça ne remplace pas l'expérience de 20 ans, 25 ans d'une personne là, qui est dans son domaine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'expérience, des fois, va compenser pour, disons, la diminution de la rapidité d'exécution de la pensée. Maintenant, on va parler un peu plus d'Alzheimer, des facteurs de protection. Mais d'abord, là, évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gériatre, ce n'est pas ma spécialité. J'ai lu des informations concernant la maladie d'Alzheimer. Je vais en parler brièvement pour donner une petite explication, mais après ça, on va regarder plus du côté de l'alimentation, des facteurs de risque. Donc, l'Alzheimer, c'est un trouble cognitif, mais qui empêche de profiter de la vie à tous les jours. Donc, c'est beaucoup plus, ça a de grands impacts sur la qualité de vie de la personne. Et c'est causé par l'accumulation de deux types de protéines spécifiques, les protéines bêta-amyloïdes et les protéines tau. Donc, ces protéines-là qui s'accumulent dans le cerveau vont affecter les communications dans le cerveau, vont affecter l'acheminement des nutriments, vont encombrer finalement notre cerveau. Au niveau de l'incidence de la maladie d'Alzheimer, au niveau provincial, donc au Québec, c'est près de 140 000 Québécois qui vivent avec une atteinte cognitive, donc qui n'est pas toujours la maladie d'Alzheimer, bien que la maladie d'Alzheimer est quand même en forte proportion dans ces 140 000 personnes atteintes. Au Canada, 747 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive. D'ici 15 ans, on pense que 1,4 million de personnes seront atteintes de cette maladie. La réalité, c'est qu'il n'existe aucun traitement pharmacologique, si on veut, pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Par contre, il y a différentes habitudes de vie qui vont nous protéger jusqu'à un certain point de cette maladie-là. Évidemment, il y a une cause génétique. Hein. On dit que 30% des cas seraient dus à la génétique, 30% des cas de maladie d'Alzheimer. Et la bonne nouvelle, c'est que même chez les porteurs de gènes reliés à l'Alzheimer, les bonnes habitudes de vie peuvent réduire le risque. On appelle ça l'épigénétique, là, comme je disais tout à l'heure. C'est la science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Donc, c'est très encourageant et c'est comme ça pour bien d'autres gènes reliés à des maladies. Il y a plusieurs maladies dont on a une certaine influence sur leur expression. Et ça veut dire que quand on fait attention, ben on a plus d'espoir de prévenir l'expression de ces gènes-là et de développer la maladie. Les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, on parle d'abord de tabagisme, évidemment. C'est un facteur de risque probablement pour toutes les maladies. Ensuite, vient aussi l'alcool, on en parle souvent. Une consommation élevée d'alcool, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler d'alcool, mais il y a un certain dosage d'alcool qui est bénéfique, mais en quantité élevée, c'est nuisible. Donc, l'alcool, ça contribuerait à 5% comme facteur de risque. Le stress, 10%. Vraiment une mauvaise alimentation, 17%. L'hypercholestérolémie, un cholestérol trop élevé, 25%. Et attention, les deux facteurs de risque les plus importants, la sédentarité, 28%, et l'hypertension. Et ça, je vous avoue que j'ai appris ça, moi, en faisant mes lectures là, pour préparer la présentation d'aujourd'hui, que l'hypertension, ça contribuait à 35% là, dans les facteurs de risque. Donc, une tension artérielle trop élevée. Et mon Dieu, il y a tellement de gens aujourd'hui qui prennent des médications contre l'hypertension. Évidemment, les médications aident à la contrôler, donc c'est une bonne nouvelle, mais on peut aller plus loin puis essayer d'avoir des bonnes habitudes de vie pour réduire l'hypertension. Quand on parle d'hypertension, l'exercice physique encore. L'alimentation, c'est beaucoup le sodium qui est impliqué. C'est pas tout le monde qui réagisse au sodium et que ça fait monter leur pression, mais je pense que c'est toujours important d'essayer de modérer son apport en sodium.
Il y a la salière, évidemment, là, qui est une source élevée de sodium, mais il faut faire attention aux aliments qu'on achète déjà préparés, que ce soit le jus V8, j'en ai apporté justement ici, là, dans un beau verre de jus de légumes, jus V8, il y a 20% de notre apport en sodium quotidien. Il y a du sodium dans le fromage, dans le pain, dans les pizzas congelées, évidemment. Donc, regardez la quantité de sodium et fiez-vous au pourcentage. Donc, quand un pourcentage sur une étiquette est en bas de 5%, c'est une faible source du nutriment. Donc, mettons, dans le cas du sodium, ça serait une faible source de sodium. Et plus de 15%, on parle d'une source élevée. Alors, c'est la façon d'évaluer si l'aliment contient plus ou moins de différents nutriments. 5%, c'est peu. 15%, ça commence à être une source élevée. Mais si on recherche un aliment riche en fer, ça va être intéressant d'avoir plus de 15%. Quand on veut réduire le sodium, le cholestérol, les gras saturés, les sucres, ben on va chercher des pourcentages plus bas. Donc, l'hypertension, très important. On a parlé du sport, évidemment encore la cigarette, alcool, et on va parler tout à l'heure un peu plus de l'alimentation. Donc, c'est quoi les nutriments qui sont impliqués dans le déclin cognitif, qui sont impliqués dans nos fonctions cérébrales? Bien, au niveau des vitamines, il y a les vitamines du groupe B, particulièrement la vitamine B9, B6 et B12, donc B6, B9, B12, je les donné dans l'ordre. La B9 s'appelle aussi acide folique. Donc, des nutriments qui participent aux différentes fonctions. Et ce qui est intéressant avec les vitamines du groupe B, surtout la B9 et la B12, c'est qu'on peut demander des dosages sanguins. Et d'ailleurs, chez les personnes plus âgées, c'est souvent dosé d'emblée, surtout pour la B12, parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui manquent de vitamine B12, pas nécessairement parce qu'ils n'en mangent pas suffisamment, c'est beaucoup plus parce que l'absorption, elle est affectée en vieillissant. Donc, c'est important de vérifier les quantités de B12. L'acide folique, comme je le disais, c'est très important également. Il y a la vitamine D aussi, qui est très importante pour notre cerveau. Encore là, on peut la faire doser et ajuster. Dans le fond, l'idéal, c'est, avant peut-être même de prendre des suppléments, c'est de demander un bilan sanguin, demander le cholestérol, on en a parlé tantôt, c'est un facteur de risque. On fait vérifier sa pression. Ensuite, on peut demander des dosages de B12, d'acide folique, de vitamine D. Et après ça, ben, on ajuste en fonction des résultats. Il y a la choline aussi, qui est un nutriment très important pour le cerveau. Donc, vitamine du groupe B, choline. On parle souvent aussi des antioxydants, phytonutriments qui sont retrouvés dans les aliments du règne végétal. On va en parler tout à l'heure, donc, qui protègent, parce que, évidemment, tout organe, dont le cerveau, qui fonctionne à plein régime, produit des radicaux libres juste pour fonctionner, des oxydants si on veut, et ça fait rouiller la machine un peu prématurément si on ne consomme pas assez d'antioxydants ou d'anti-rouille. Donc, c'est important d'aller les chercher dans l'alimentation. Ça, je vais en parler très, très prochainement. Donc, et parlant justement des nutriments que je viens de vous nommer, il y a aussi la lutéine, qui est un autre antioxydant très important qu'on va retrouver dans différents aliments, dont les œufs. C'est intéressant avec les œufs, c'est qu'ils contiennent à la fois de la B12, de la lutéine et de la choline. Attention par contre, si on fait trop de cholestérol, on ne va pas encourager une consommation trop élevée d'œufs parce qu'ils contiennent aussi du cholestérol. Donc, peut-être pas plus que 2 à 3 œufs par semaine, mais si vous n'avez pas de problème de cholestérol, la consommation d'œufs est définitivement recommandée. Ça peut être quelques déjeuners par semaine. Donc, un aliment qui contient beaucoup de nutriments intéressants pour le cerveau dans un seul morceau, puis en plus, c'est riche en protéines. Je vous parle maintenant du régime MIND. Donc,
Le régime MIND, ce que ça veut dire, attendez un petit peu, je vais juste 2 secondes aller voir une petite information pour pas me tromper. Donc, les 4 lettres de mind qui veut dire en même temps esprit. Donc, Mediterranean Dash Intervention for Neurodégenerative Delay. Donc, c'est comme un mix de la diète méditerranéenne et de la diète DASH qui est recommandée contre l'hypertension pour limiter les déclins cognitifs. Donc, c'est un acronyme, MIND, pour justement qui parle de 2 types de diètes et qui aurait un impact sur le déclin cognitif et sur la maladie d'Alzheimer. On dit que ce régime-là pourrait promouvoir un cerveau en santé et réduire le risque de maladie d'Alzheimer. Ça pourrait réduire les risques jusqu'à autour de 50% de démence et d'Alzheimer. C'est majeur, là. C'est vraiment majeur. Donc, ça ressemble, vous l'avez compris, par la signification des lettres. Ça se rapproche du régime méditerranéen et du régime DASH. Le régime DASH, vous en avez peut-être moins entendu parler, mais c'est un régime qui est très riche en fruits, légumes, noix, légumineuses, faible en gras. Donc, dans le régime MIND, on recommande de consommer des aliments assez précis plusieurs fois par semaine. On a d'abord les petits fruits, comme là, je vous sors mes beaux aliments en plastique que j'utilise très souvent lors de mes consultations pour proposer des aliments, mais aussi demander aux gens la quantité qu'ils ont consommé. Donc, des petits bleuets, hein, ils ont de l'air vrais, hein, sont très, très beaux. Donc, des petits fruits, bleuets particulièrement, mais ça peut être aussi les fraises, les framboises, les mûres. On recommande d'en consommer plusieurs fois par semaine. Les noix qui contiennent des bons gras, des phytonutriments, donc font partie de cette diète-là. Donc, une poignée de noix par jour, rien de moins en collation. Ensuite, les légumes verts, comme les brocolis, le chou kale, les laitues, les haricots, enfin, tous les légumes verts devraient être consommés vraiment régulièrement. Au niveau des gras, donc beaucoup de bons gras, on a parlé des noix, mais l'huile d'olive extra vierge, les avocats qui contiennent donc des gras monoinsaturés, mais aussi des antioxydants. Vous savez, l'huile d'olive, des fois, on oublie qu'on peut l'utiliser comme ça, mais la fameuse recette très typique méditerranéenne où on mélange de l'huile d'olive avec du vinaigre balsamique et on trempe son pain dedans. C'est tellement délicieux et il n'y a pas grand monde là, qui se plaigne de ne pas avoir de beurre ou de margarine quand on fait ce petit mix-là. Mais des fois, on l'oublie parce qu'on n'est pas méditerranéen, on est des Québécois et le beurre fait plus partie de notre culture. Mais de temps en temps, pensez faire ce petit mix-là. Même les enfants l'apprécient beaucoup parce que, je ne sais pas, c'est un mélange qui est agréable au goût. Donc, huile d'olive en abondance. Ensuite, on va, dans cette diète-là, on suggère les poissons au moins 2 fois par semaine, les poissons gras, mais aussi les poissons plus maigres et les fruits de mer, donc saumon, truite, maquereau, thon et les fruits de mer assez connus, là, que ce soit les crevettes, les pétanques. Les grains entiers, environ 3 portions par jour. On en a parlé lors d'une présentation. Donc, les pains de grains entiers, le riz brun, les pâtes brunes, les céréales de grains entiers, le gruau, etc. 3 portions, ça va quand même assez vite parce que vous prenez 2 rôtis le matin, vous avez 2 portions. Alors, il y en reste juste une à aller chercher dans votre journée. Ça pourrait être via un muffin à l'avoine et à la farine de blé entier. Vous avez une autre portion. Et voilà, 3 portions consommées. Fait que c'est pas... on n'est pas dans consommer là, des 10 portions, consommer que des grains entiers. On est à essayer d'avoir une base au niveau des ingrédients bénéfiques. Bon, là, on va parler de l'alcool parce que on aime bien prendre un petit verre de vin. J'aime bien prendre un petit verre de vin. On a parlé déjà de la quantité qui correspond à une portion qui est 140 ml. Je l'ai mis à nouveau dans un petit verre comme ça. Pour le fonctionnement du cerveau, pour prévenir la maladie d'Alzheimer, si vous ne consommez pas d'alcool, ne commencez pas. C'est pas à ce point bénéfique. Par contre, si vous aimez ça, ce qui est recommandé, c'est un verre par jour, pas plus. Donc, il est mieux de prendre un verre par jour, une portion par jour, que de ne pas en prendre durant la semaine et d'en prendre beaucoup pendant 2 jours la fin de semaine.
Donc, l'alcool, c'est toujours ça. C'est comme à petite dose, il y a un effet, mais dès qu'on est dans les grandes quantités, il y a un effet délétère. On l'a vu tantôt, excès d'alcool, consommation élevée d'alcool, c'est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, mais une petite quantité protégerait. Fait que c'est pas évident de doser ça, alors que, tu sais, pour l'huile d'olive, pour les noix, comment qu'on en prendra un peu plus, un peu moins, il n'y a pas vraiment d'impact. L'alcool, c'est toujours à utiliser avec notre gros bon sens, faire attention si on essaie de diminuer si on en prend trop, mais surtout pas commencer à en consommer si on n'en prend pas, si on n'aime pas ça. Il y a le café. Le café, c'est un peu la même chose. 2 tasses de café par jour, c'est protecteur, même jusqu'à 3, mais plus que ça, ben, ça devient un problème. De ne pas en consommer, c'est pas un problème. Il ne faut pas commencer à consommer du café pour protéger notre cerveau. Donc, l'alcool et le café, et le thé d'ailleurs, le cacao, toute cette catégorie-là, ça contient des antioxydants. C'est ce qui fait que c'est protecteur pour le cerveau, mais en petite quantité parce qu'ils contiennent aussi, dans le cas de l'alcool, dans le cas du vin, de l'alcool, et dans le cas du café, ben, beaucoup de caféine. Donc, puis dans le cas du chocolat, du cacao, ben, il y a du sucre. Alors, c'est donc des substances qu'on doit quand même consommer avec modération, mais qui ont leur place pour quand même protéger notre cerveau. Ensuite, ben, les légumineuses, à peu près une fois par 2 jours, ça serait l'idéal, c'est ce qui est recommandé dans la diète même, donc pois chiches, lentilles, haricots rouges, mais tu sais, c'est pas nécessairement chaque jour. Encore là, c'est d'essayer d'en intégrer le plus souvent possible, et quand c'est difficile de les consommer comme ça, la nature entière, ben, on peut les mettre en purée dans de l'hummus ou faire des muffins aux pois chiches, aux haricots noirs, il y a plein de bonnes recettes pour les intégrer, plus en purée. Même broyer des haricots rouges avec la sauce tomate comme base de sauce à spaghetti, ça disparaît comme par magie, et on n'est même pas au courant qu'il y a des légumineuses à l'intérieur. Ensuite, légumineuses, je pense que j'ai pas mal tout nommé les aliments intéressants recommandés dans la diète même. Maintenant, il y a aussi d'autres facteurs très importants pour protéger nos fonctions cognitives, et j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû le nommer au début. C'est notre vie sociale et c'est notre discipline à faire fonctionner notre cerveau. Donc, des interactions sociales régulières, des rencontres avec des amis, avec la famille, mais stimulantes, donc nourrissantes, ça contribue aussi à préserver notre cerveau. Donc, il faut vraiment encourager ça. Donc, je pense à juste la pandémie qui a favorisé l'isolement de plusieurs personnes âgées. Peut-être que plus tard, on verra que ça a accentué un déclin cognitif juste par manque de stimulation, manque de relations. Alors, tout en respectant les mesures là, les mesures contre la COVID, là, le masque, la distanciation, je pense qu'il faut continuer à voir des gens, pas 10 personnes, mais maximum, pour justement garder son cerveau actif. Ensuite, toutes les activités qui demandent la coordination, et c'est pour ça que l'activité physique est un facteur extrêmement protecteur là, et préventif de la démence et maladie d'Alzheimer. Toutes les activités qui demandent la coordination, les sports qui vont, le tennis, le vélo dans la forêt, le vélo de montagne, donc tout ce qui demande quand même une certaine coordination va stimuler finalement le cerveau, donc c'est très, très important. Après ça, ben, pour ceux qui sont plus intellectuels, ben, continuer à apprendre, à lire, à écrire, à calculer, à mémoriser. Donc, le cerveau, c'est comme un muscle, il faut le voir comme un muscle, et si on le fait travailler tous les jours, ben, on le rend plus fort. Donc, très, très important de faire travailler son cerveau. Et, ben, au niveau des activités, c'est vraiment la télévision qu'il faut réduire parce que c'est très passif. À moins que ça soit une émission éducative, mais tout ce qui est téléromans, séries, ben, ça nous amène dans une certaine passivité. Donc, un peu, de temps en temps, c'est bien correct, mais pas trop, parce que ça stimule pas beaucoup notre cerveau. Je vous parle en terminant d'un livre puis de certains produits naturels qui pourraient être intéressants. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup d'informations dans
Dans le livre écrit par un ami à moi, Éric Simard, qui est un docteur en biologie. Donc, Vivre jeune, 4, parce que c'est son 4e livre. Et à l'intérieur, il parle justement, il décrit bien la démence, la maladie d'Alzheimer, les facteurs de risque. J'ai pris beaucoup d'informations dans ce livre-là. Il est sorti, je pense, en 2019. Je vous ai mis la référence là, juste en bas de mon live. Fait que, si vous voulez apprendre comment ralentir le vieillissement dans son sens large, pas juste au niveau de la mémoire, c'est hyper bien référencé, c'est bien vulgarisé, mais c'est basé tout le temps sur des études scientifiques. Alors, quand je réfère un livre, c'est parce que je considère que c'est une source fiable. Donc, vraiment intéressant. Il y a des produits qui peuvent aussi aider, donc des produits qui contiennent des nutriments et des plantes qui peuvent contribuer à préserver notre cerveau. Bon, j'ai parlé des vitamines tout à l'heure, la vitamine B9, la vitamine B12, qui sont importants là, comme pour le fonctionnement du cerveau. Il y a donc des produits qui en contiennent. Il y a le ginkgo biloba, qui est une plante aussi qui peut aider à la mémorisation. Et des extraits d'huile d'olive aussi qui vont être très, très intéressants pour travailler au niveau du cerveau. Si vous cherchez des produits de qualité, je vous recommande les Vitoli. Il y a un produit dans Vitoli, là, j'ai pas le bon, là, qui est marqué mémoire et fonction cognitive. On retrouve ça dans les pharmacies, dans les grandes pharmacies. Je vous ai mis le lien. C'est sûr que moi, je recommande toujours d'emblée d'avoir des dosages de nutriments pour s'assurer qu'on ne prend pas des vitamines pour rien. Dans le produit dont je vous parle, il va y avoir de la vitamine D aussi. Puis faites attention aussi au surdosage, c'est-à-dire si vous prenez déjà de la vitamine D, de la vitamine B12, puis là, vous prenez un supplément pour la mémoire qui en contient encore, mais des fois, il faut faire un choix. Ou bien on finit nos premiers pots, puis après ça, on en prend un autre par la suite. Mais donc, faites des dosages pour vous assurer qu'il y a un manque avant de prendre des suppléments. Et vous savez, dans le domaine des produits de santé naturelle, il y a vraiment aussi, il y a de la qualité, comme dans bien d'autres produits de consommation. Et les extraits de plantes, il peut y avoir de la contrefaçon. Je sais que dans les produits Vitoli, dont je vous ai mentionné, les extraits de plantes, notamment de ginkgo biloba, c'est garanti, la concentration est garantie et les molécules actives sont bien présentes et ont été bien sélectionnées aussi. Donc, ça aussi, il faut s'assurer de choisir des produits dont on est certain de la qualité des extraits de plantes. Alors, informez-vous quand vous allez du côté des produits de santé naturelle pour ne pas acheter juste du placebo finalement. Donc, un petit résumé rapidement. Santé cognitive, on a besoin de... Il y a de la génétique, mais on peut aider notre génétique. Habitude de vie, donc bouger. Mais bouger son corps, mais faites bouger aussi votre cerveau en apprenant, en vous donnant des défis intellectuels. Ensuite, faites vérifier votre pression et s'il y a un problème, agissez pour faire baisser la pression artérielle. C'est un gros facteur de risque, l'hypertension. Ensuite aussi, faites vérifier le cholestérol.